DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, bienvenue dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du décrassage. Avec moi un casting 3 étoiles, au moins. Il a vu Anderlecht se casser les dents sur le promu avant d'aller refaire les siennes, c'est Yves Taldeman. Salut Yves. Salut Maxime. Alors il y a 196 jours, c'est une statistique qu'il ne sortira plus, mais il en a bien des autres, c'est Frédéric Bleu. Salut Fred. Salut. Et enfin Charleroi râle, mais lui il a toujours le sourire, c'est Julien Parsinski. Salut Julien. Salut Maxime. Et comme vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. On commence avec Anderlecht, battu à la maison par Zulte Waregem. Et on se demande, Yves, on se pose une question, est-ce que cet Anderlecht-là est armé pour jouer le titre ? Je crois clairement que la réponse est non. Quand vous encaissez autant de buts, aussi bien contre des petites équipes comme Haken, même Westerlo, 2 contre Westerlo, et ici 3 contre Zulte Waregem, je crois que, je veux pas savoir ce qui va se passer quand il y a vraiment de grosses pointures qui vont passer au Parc Astrid ou quand Anderlecht devra se déplacer à l'Union, à Bruges ou à Genk. Je crois que surtout défensivement, ils sont beaucoup trop faibles, beaucoup trop lents. Et on voit que l'enchaînement des matchs aussi est un grand problème pour des joueurs comme Torgan Hazard, par exemple. Je me dis qu'un jeune de 4 non plus ne pourra pas tenir le coup parce que lui, il joue au-delà de ce qu'on attendait de lui en ce début de saison. Donc je crois que non, une place dans le top 6 serait déjà un succès, je crois, si Anderlecht continue de cette façon. On a vu Saliba, l'image derrière toi, Yves. Fred, Saliba, est-ce que c'est un gars qui t'a un petit peu déçu pour... On en savait quand même beaucoup de lui, il remplaçait Liansana. Ouais, il faut forcément lui laisser du temps. Je pense que Lansana avait laissé de très bonnes impressions quand il a commencé, donc peut-être que ça a manqué aussi. Je pense que Saliba, il faudra lui laisser un peu de temps pour trouver ses marques dans un nouveau collectif. Il y a eu quand même pas mal de changements. Et peut-être que, parce que Yves parlait à raison de la défense qui est un peu mise en difficulté, parfois on s'arrête sur les problèmes défensifs qui sont uniquement ceux de la défense, mais parfois c'est collectif. Et il faut savoir défendre ensemble, accepter parfois de jouer plus bas quand on sait que sa défense est un peu lente. C'est ça, Aziz veut absolument jouer haut et le public s'est amusé, surtout en deuxième mi-temps, il y avait beaucoup d'attaques, c'était un autre football que sous Brian Riemer. Évidemment, c'est un football qui, quand on est lent en défense, qui est très risqué, et c'est ce qui s'est produit. Maintenant, pour reparler de Saliba, je crois que ce garçon est venu avec beaucoup d'attentes, international au Canada. Renard le connaissait très bien, mais ici, il se rend compte qu'Anderlecht est vraiment un club quand même du top en Belgique, où la pression est énorme. Quand on rate une passe, on entend le stade qui fait de son nez. Et donc, je crois que là, il ne s'attendait pas à ça. Ce n'est pas la MLS, même si la Belgique n'est pas dans le top 5 des plus grands championnats européens. Mais je crois que là, quand même, il s'est dit, c'est pas la rigolade ici. À un certain moment, il ne savait même plus donner une passe à 4-5 mètres. Quand même inquiétant. Je crois qu'il devra se refaire une santé. Et finalement, de tous les transferts, il n'y a que Lansana et Camara qui a été blessé quasiment tout le temps. Mais pour le reste, les jeunes ne jouent pas. Ça veut dire que le mercato n'est pas terminé ? C'est trop tôt. Pas terminé, ça j'espère pour Anderlecht, parce qu'en défense, il faut absolument un joueur rapide. J'entends que le Özcan, le Turc, il n'est pas lent, mais ce n'est pas une flèche non plus. Donc, et quelqu'un de préférence avec une certaine expérience, parce que Aziz disait hier que Anderlecht manque de joueurs rusés qui font la petite faute, quitte à se prendre une carte jaune, mais quand même pour arrêter une attaque, une contre-attaque. Donc ça, ils n'ont pas. Et bon, par rapport à Bruges, l'Union et même Genk, malgré son 1/9, il n'y a pas photo entre ces. On voit un peu le verre à moitié vide, mais il y a quand même aussi une bonne période en deuxième mi-temps d'Anderlecht. Si Bertaccini arrive à marquer le 3-2, c'est une victoire par le chat de l'aiguille, mais c'est une victoire quand même. Donc on est peut-être fort négatif, tu penses, Julien ? Moi, je trouve qu'on est justement le contraire, peut-être trop positif, parce qu'il ne faut pas oublier que le début de calendrier était facile. Enfin, facile. Il n'y a pas de calendrier facile, mais Westerlo, le Cercle et Zulte, si tu veux être champion, forcément, il faut faire 9 sur 9. Alors, on sait, un début de saison, c'est toujours compliqué. Là, il y a l'enchaînement des matchs, mais on sent déjà que cette équipe, elle est fragile. On l'a vu à Haken, on l'a vu hier.
C'est vrai que c'était un super match, mais tu peux pas perdre comme ça à la fin. On le sent arriver. Et d'ailleurs, Koseman, on a l'impression qu'il est abandonné par sa défense. Tout le monde est perdu, même si le but est beau. Mais ouais, la question... je ne sais pas si ça en devient déjà une question, mais pour moi, Asie a déjà perdu pas mal de crédit avec la contre-performance à Haken et la défaite d'hier. Ça fait beaucoup quand on est Anderlecht. Ce qui est son football est très exigeant au niveau physique. Donc, et je sens qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas enchaîner les matchs. Je prends toujours l'exemple de Torgan, mais qui est au cercle la semaine passée. On disait c'est Eden ou c'est Torgan qui joue tellement il était bon. Ouais. Et ici, hier, il était une ombre de lui-même. Donc ils ne savent. Asie demande vraiment un jeu avec un pressing permanent. Et physiquement, c'est impossible de reproduire tous ces efforts. Mais en ce moment-ci, Asie n'est pas du tout menacée. Hein, est-ce qu'il n'y a pas une occasion jeudi pour ce match en Moldavie, retour face au Sheriff, pour d'autres gars de se montrer, finalement de marquer des points aux yeux de Asie? C'est ce que je lui ai demandé à la conférence de presse. Il ne savait pas encore s'il allait prendre toute la sélection pour le voyage quand même. Qui sera quand même assez épuisant en Moldavie. Mais c'est vrai que des garçons comme Bertaccini pourraient débuter. En principe, Saliba aurait dû débuter aussi, mais bon, vu ce qui s'est passé hier, je ne sais pas si ce sera le cas. Il y a aussi un fameux problème à l'arrière droit quand Camara n'est pas là. Il n'y a pas de plan B. Mamar, le garçon est très gentil et a un grand moteur, mais n'a pas la confiance, n'a pas l'audace pour jouer vers l'avant, et ça énerve le public. Mais c'est vrai que au Sheriff Tiraspol, il faudrait faire des essais. Oui, avec ou sans Camara, on sait que Asie a très envie de le revoir très vite, et ça nous permet de faire la transition vers le Standard, son ancien club. Bon, un bon dimanche à Sclessin, ça faisait longtemps. 196 jours, donc 6 mois que le Standard n'avait plus gagné à domicile. Thomas Henry avait quand même déjà prévenu un petit peu en conférence de presse en disant ça c'était le vieux Standard qui ne gagnait pas, ne nous comparez pas à eux. Et finalement, sur le terrain, on a vu que c'était une autre équipe. C'est oui, une autre équipe. Thomas Henry disait... J'en ai un peu marre qu'on nous en parle parce que finalement, nous, on est nouveaux dans ce club. Il y a un nouveau coach, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle direction, forcément des nouveaux joueurs. Donc, on nous ramène toujours à ça. Mircea Rednic n'a pas manqué de dire après le match au moins, on ne parlera plus de cette stat. Forcément, on devait en parler et ils le savent. Mais maintenant, avec cette victoire et contre Genk, après, avec une manière dont on sait qu'ils ne gagneront pas tous leurs matchs comme ça, c'est pas possible. Mais au moins, ça ramène autre chose. D'abord, une dynamique positive sur un début de saison, avec 7 sur 9. C'était plus vu depuis 2020. Donc ça, c'est quand même pas rien. Donc ça amène une dynamique positive, gagner contre un gros... Alors, ils l'ont déjà fait la saison passée contre Bruges. Et la saison avant, c'est Bruges aussi. Hein. Voilà. Donc... Il faut, comme à chaque fois avec le Standard et avec le foot de manière générale, il faut savoir raison garder, comme disait Jacques Chirac. Mais donc, c'est un match intéressant, c'est une victoire importante. Et ça peut prolonger un peu cette dynamique positive avant le match à l'Union samedi. Oui, on revient un peu des choses qu'on a déjà vécues. Premier gros match à Sclessin, le Standard gagne, tout le monde s'emballe, on est de retour, la mentalité, la grinta, le stade qui revit. Mais on a quand même l'impression, c'est l'objet de notre débat, Julien, que Rednic a un petit peu rendu son ADN à ce Standard. Franchement, moi, j'étais pas très convaincu par ce choix parce que j'ai l'impression qu'on revenait 10 ans en arrière. Et surtout quand on voyait ses expériences par le passé... on ne peut pas dire que Rednic, c'était la stabilité, mais en tout cas, là, ça marche, ça fonctionne. Comme le mercato, en fait. Hein, les Nielsen, les Henry, c'est des paris. Alors, on ne dit pas que c'est réussi, mais là... On se recrute quand même. Il a fallu les intégrer, il l'a fait vite. Mais donc déjà, son équipe, on voit qu'elle joue avec ses principes. Et là, l'avantage, c'est d'avoir quand même réalisé un mercato assez tôt, contrairement à Charleroi, par exemple. Mais il y a aussi un bon mélange. On a vu la première de Nkada, très bon, très intéressant. Et ça fait un beau puzzle, je trouve, cette équipe. Surtout qu'on disait, Genk, c'est peut-être le pire bilan comptable des 4 derniers mois, Champions Playoff compris, mais ça joue bien. Et là encore, on a vu un beau match. Oui, je trouve aussi collectivement, pardon Yves, je te coupe. Ah non.
après le match, je voyais les joueurs aller vers Renich, le prendre dans les bras, vraiment, je vais pas dire comme un copain, mais on sent qu'il a réussi à créer quelque chose. Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas l'ADN de Wilmots aussi qu'on retrouve à Sclessin? Parce que, on se souvient qu'en équipe nationale, votre collègue Michael Franken en a parlé dans son commentaire, il est aussi parvenu à ce que tout le monde soutienne les Diables Rouges alors qu'ils venaient de très très loin. Ouais. C'est un petit peu la même histoire qui se produit. Mais en fait, c'est un peu la combinaison des deux. Marc Wilmots, dès qu'il est arrivé, a expliqué ce qu'il voulait mettre en place, ce qu'il voulait ramener aussi comme ADN au Standard. Mircea Rednic a ce côté un peu papa. Quand il était entraîneur en 2012-2013, les joueurs l'appelaient papa. Il avait déjà ce côté un peu papa. Maintenant, il est presque grand-papa. Mais donc, oui, il y a ce côté-là. Et hier, quand il a été interrogé, quand on lui a demandé, mais tiens, que si vous deviez définir le Standard en 3 mots, il a dit sacrifice, enthousiasme et ambition. Et ça résume bien le tout. Parce que hier, le match contre Genk, c'est autant une victoire de l'efficacité qu'une victoire du sacrifice, parce qu'on a vu une équipe qui s'est battue sur tous les ballons, et surtout un point important, et ça Fink, l'entraîneur de Genk, a insisté dessus. Il a dit le Standard n'a pas défendu comme garer son bus devant le but. Ils ont pressé vers l'avant, donc ils ont défendu en avançant. C'était pas une équipe qui a refusé le l'italienne, jeu. Disait Rednic. Et puis Rednic a dit on a un peu joué à l'italienne. Est-ce qu'il y a un petit peu une comparaison possible entre le Roumain Rednic et le Roumain Bologna à l'époque, même si leurs équipes sont complètement différentes. Mais... C'était deux équipes différentes. Ce sont deux approches différentes. Rednic a un côté très séducteur, très malin avec les joueurs. Bologna avait l'image d'un coach dur, un peu militaire. Mais c'était en fait une image qui était un peu tronquée. En fait, Bologna était très dur avec certains remplaçants parce qu'il ne les calculait pas et il avait ses 11 joueurs. Donc, il y a quelques similitudes, mais pas complètement. Rednic va vraiment réussir à emmener tout le monde. D'ailleurs, ici, il implique un maximum de joueurs, aussi parce que ce sont des nouveaux joueurs, mais il dit j'ai besoin d'impliquer un maximum de nouveaux joueurs pour leur faire comprendre qu'ils sont importants dans le projet, leur donner du temps de jeu et comprendre ce qu'il attend aussi. Et je crois qu'au-delà de ça, il arrive à impliquer toute l'équipe, mais tout un club. Moi, je me souviens, à Moucron, Rednic, c'est quelqu'un qui en faisait pas la publicité, mais des fois, il a invité au resto le bénévole, l'intendant, etc. Et c'était de bon cœur. Et je pense que c'est des petits gestes, mais qui peuvent payer plus tard, parce que ça soude tout un groupe. Et ça, en plus, avec Marc Wilmots, qui est un peu aussi comme ça, c'est vrai qu'il y a un vent de fraîcheur de nouveau sur Sclessin. Parce que, soyons honnêtes, quand il a été désigné, il y a beaucoup de gens qui se sont dit... choix par défaut. Voilà. Alors, moi le premier, quand j'ai appris le retour de Rednic, je me suis dit, bon, ok, on va voir ce que ça va donner sur papier. Sa présentation même avait laissé une drôle d'impression, parce qu'on a l'impression que c'est beaucoup Marc Wilmots qui prenait la lumière et lui un peu moins. Maintenant que la saison a repris, Wilmots s'est un peu mis en retrait, c'est Rednic qui occupe le devant de la scène. Mais pour le moment, c'est très réussi. Et Rednic a ce côté qu'il a gardé, ce côté séducteur. Et il est malin, parce qu'il anticipe déjà les futures critiques. Il a dit, oui c'est vrai, après Dender, j'aurais dû mettre Karamoko plutôt que Sahabo plutôt que Karamoko. J'aurais dû repasser à 3 derrière quand on menait 1-0. À la mi-temps contre Genk, hop, il remet un défenseur central. En fait, il anticipe déjà les futures critiques qu'il pourrait avoir. Donc il est malin aussi là-dedans. Et tu crois l'équipe, est-ce qu'il en parle en semaine avec Wilmots? Je vais pas dire que Wilmots fait l'équipe, mais est-ce qu'il demande son avis ou... Il discute beaucoup. À mon avis, il parle je n'ai pas d'infos, mais je pense qu'ils parlent ensemble de l'équipe. Et je pense surtout qu'il écoutera plus, pour l'anecdote, Marc Wilmots que Roland Duchâtelet, puisque quand Rednic était revenu au Standard pour remplacer Ron Jans à l'époque, Roland Duchâtelet lui avait donné l'équipe qu'il pouvait aligner à Genk, justement. Et Rednic avait pris le papier, l'avait déchiré, il avait dit « Vous ne tracassez pas, je vais la faire moi-même, mon équipe ». On va parler d'un autre coach qui ne se laisse pas faire, c'est Rick Demille, même si c'est plus compliqué pour le moment. Alors cette question, Julien, pour Charleroi, est-ce que c'était un jour sans cette défaite à l'Aral, première victoire de l'Aral dans son nouveau stade, ou est-ce que c'est un début de crise? Là, on est à un tournant parce qu'il y a la réception de l'Antwerp, puis la semaine d'après, Charleroi ne jouera pas vu que Genk, le match a été reporté, vu que Genk va disputer son barrage européen. J'ai envie de dire un jour sans, parce qu'on l'a senti dès le début qu'ils n'y étaient pas. Ils ont perdu directement les premiers duels, les seconds ballons. Moi, j'ai eu l'impression de revivre l'élimination en Coupe de Belgique l'année dernière au Patro Isden, où ils s'étaient fait marcher dessus. J'ai pas envie de dire que l'Aral est une équipe de Challenger Pro League, hein. Mais on avait cette impression, par fin de match de coupe, avec l'ambiance très électrique qui a fait la différence, et l'envie. Mais comme disait notre consultant Alex Teclac dans sa chronique du jour,
comment les Carolo ne pouvaient pas s'attendre à pareil accueil. Et c'est dommage parce que on a quand même vu sur les 10 dernières minutes que même avec cette prestation indigeste, ça aurait été peut-être un vol, mais ils auraient pu repartir avec le point du match nul. Moi, j'ai envie de croire que c'est un jour sans parce que à Louvain, ils avaient été en difficulté, mais il y avait eu la mentalité qui leur avait permis d'inscrire 2 buts dans le temps additionnel et de repartir avec un point. Pareil contre Saint-Trond, où ils avaient été en infériorité numérique pendant une demi-heure. Là, espérons que c'est un jour sans, mais le problème, c'est qu'il faudra se relancer, mais contre l'Antwerp. On a l'impression, Yves, qu'ils digèrent encore leur élimination européenne et que ça va laisser des traces. Mais je crois, j'entendais le coach dire que c'est la première fois en fait que cette mauvaise mentalité faisait surface, donc je crois qu'il ne s'inquiète pas trop par rapport à ça, que dans les prochains matchs, ce sera à nouveau OK. Mais entre-temps, c'était quand même une défaite qui doit faire très mal, surtout contre le grand rival. Je me demandais, moi, est-ce que la chaleur peut avoir joué un rôle, même si, évidemment, il faisait aussi chaud pour la Louvière, hein, mais... Ouais, non, je pense pas. Je pense que c'est dans l'envie. On a directement senti que les Louviérois, ils étaient présents. Ils ont très bien cerné aussi les points faibles de Charleroi. On a vu la charnière centrale en permanence en difficulté, parce que Ouzou, beaucoup qui n'a jamais su en fait gérer sa profondeur et les espaces dans son dos. Et je pense que Fred Taquin a bien préparé son match, et Charleroi a éprouvé des difficultés. Et on en revient quand même aussi au mercato. Parce que, gros souci devant quand même. Stulic est quand il n'y a pas absent. Stulic. Colassin, c'était pas ça. Descott qui a été titulaire, il a vraiment pas marqué des points. Et on fait monter en défenseur central en attaque en fin de match. Alors, dans la sélection élargie, il y avait Youssouf Silla qui avait été envoyé en réserve en début de mercato. Mais finalement, il a été mis en tribune parce que c'était le 21e homme. Et il faut aussi reconnaître, à mon avis, que Rick 2000 a envoyé un message à Mehdi Bayat là, en faisant monter Massambasso, donc on rappelle qu'il est défenseur central mais qui est très, très grand, très longiligne, et il l'a positionné à côté de Colassin pour finir le match parce qu'il est passé dans un système à 2 attaquants, et quand on lui a demandé pourquoi il avait fait monter Massambasso, il a répondu parce que je voulais jouer avec 2 attaquants mais je n'en ai pas. Donc voilà. Oui, il y a aussi... tout ce côté... par exemple, Camara, on a l'impression que c'est un joueur, Fred, qui pense à un transfert. C'est un excellent joueur, il a été l'ombre de lui-même ici. Mais on en a parlé la semaine passée du mercato à Charleroi, et que ça pouvait être un potentiel sujet qui allait pourrir un peu le mois d'août. Alors c'est peut-être pas seulement ça. Alors, est-ce que Camara a la tête ailleurs Ou Pétris, mais on lui a posé la question. Pétris en zone mixte. Et Pétris a dit, il a un peu botté en touche, il a dit c'est des choses qu'on doit gérer, mais c'est vrai que là, personne n'était au niveau, parce que même Camara, là, au début du match, c'est le seul qui surnageait, puis malheureusement, il met le but contre son camp, et après, c'était un peu de nonchalance, beaucoup de duels perdus, beaucoup d'approximations, et il a failli concéder un penalty en première période. Donc c'est vraiment compliqué, mais je pense qu'on en revient au problème des années précédentes. Quand il n'y a pas Stulic, c'est quand tu n'as pas un buteur. Surtout un mec comme Stulic qui sait garder un ballon, c'est compliqué. Et là, il était suspendu, mais il risque de pas terminer la saison à Charleroi, même de ne plus être là d'ici septembre. Donc, faut se creuser les méninges là, du côté de la direction. Je crois peut-être inconsciemment, peut-être que le 0/6 de la Louvière a aussi joué un rôle, quoi, qu'ils se sont dit, faut pas qu'on joue à fond ici, on va gagner facilement. Et bon. Ouais, peut-être que justement ce départ raté de la Louvière a été un trompe-l'œil en plus, parce que la Louvière méritait des points, que ce soit contre le Standard ou Gand. Mais Gand, je suis pas très d'accord. Là. Mais là, en tout cas, ils ont les 3 points. On peut saluer en tout cas cette première victoire de la Louvière avec leurs moyens, beaucoup d'envie, un petit peu à la Standard dans d'autres... peut-être d'autres proportions, mais en tout cas on aura l'occasion d'en reparler, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Décrassage. Salut à tous. DH Football Club, le Décrassage.